Bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous contacter à bonjour@balancetonfleu.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique. Notre invité du jour pour ce 3e épisode nous vient tout droit de Bourgogne, bien qu'originaire d'Allemagne et plus précisément du Palatinat. Nous avons déjà eu l'occasion de parler des échanges entre la Rhénanie-Palatinat et la Bourgogne-Franche-Comté avec Monsieur Spindler dans le dernier épisode, et nous aurons l'occasion de prolonger cette discussion aujourd'hui, mais également de vous présenter les nombreuses missions de la maison de Rhénanie-Palatinat, située à Dijon, puisque notre invité du jour n'est autre que Monsieur Schaup, le directeur de ce bel établissement, qui nous offre une véritable fenêtre sur l'Allemagne depuis la France. Bonne écoute! Bonjour Monsieur Schaup, vous êtes le directeur de la maison de Rhénanie-Palatinat et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons proposé à nos invités un petit exercice, le portrait chinois. Et donc pour apprendre à vous connaître un peu, est-ce que vous pourriez y participer et nous en dire un peu plus sur vous? Alors, oui, les trois questions, donc c'était si j'étais une ville. J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Il y avait plusieurs choses qui me sont venues en tête, mais finalement, je me suis décidé pour la ville de Sienne en Italie, pour les couleurs de la ville, pour la taille, pas trop grand, mais quand même une ville avec plein de vie, place historique, pour tout le patrimoine qui existe avec cette très très belle place, et le style de vie aussi. La Dolce Vita? La Dolce Vita, oui. Très bien. L'autre question, c'était si vous étiez une région. Pareil, donc c'est pas évident, mais là, je prends quand même la Rhénanie-Palatinat, ma région d'origine aussi, pour plusieurs raisons. Donc, bon, je viens du Palatinat, en Rhénanie-Palatinat, donc les Palatins sont toujours très, très liés à leur région d'origine et je me revendique aussi comme Palatin, mais pas que. Donc, c'est vraiment aussi le côté Rhénanie-Palatinat parce que c'est une région qui est très riche en tourisme, c'est très varié. Il y a le côté rural, la viticulture, aussi une manière de savoir vivre là-bas, beaucoup influencée par la France. Dans notre dialecte, dans le Palatinat, on a utilisé plein de mots français qui sont entrés dans le dialecte. Et ce qu'il faut pas oublier avec la Rhénanie-Palatinat, c'est une construction qui n'a aucun lien historique. Après la guerre, il n'y avait pas de raison pour créer cette région ou ce land de cette manière-là. Et ça a quand même fonctionné, même s'il y a certes une rivalité que moi je vais toujours dire que le Palatinat est beaucoup plus joli que la région de la Moselle, par exemple. Mais bon, si je reste neutre, j'ai peut-être pas raison. Mais on est devenu vraiment très liés aussi dans cette région. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. Donc, on a su s'adapter. On a été assez ouvert pour venir vers l'autre et de créer ce land qui a une identité maintenant aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est ce côté d'ouverture vers l'autre et de ne pas oublier d'où on vient, mais de dire on trouve d'autres liens qui nous font avancer. Et si c'est pas trop indiscret, vous êtes originaire de quelle ville en Rhénanie-Palatinat? Je dis toujours que je viens du Palatinat. Après, je dis que mon père, il vient de Bad Dürkheim. Mais après, on me dit, oui, mais c'est ton père, toi, tu viens d'où? Je viens de la ville qui est toujours parmi les plus moches dans toute l'Allemagne, je viens de Ludwigshafen. Ah, ok. Bon, ça reste le Palatinat, hein? Ça reste le Palatinat, et voilà, c'est ma région natale et c'est ma ville natale. Bon, eh bien, je vous salue de Karlsruhe, qui n'est donc pas très loin de Ludwigshafen. Ok. Et enfin, le troisième point du portrait chinois, c'était si vous étiez une spécialité culinaire. Alors, là, c'est presque le pire parce que j'ai le droit de citer combien de spécialités culinaires. J'ai envie de dire votre préféré, mais si vous êtes gourmand comme moi, ça va faire un paquet aussi, effectivement, de spécialités.
Ça va être très compliqué. Allez, je vais dire la tarte citron. La Euh, tarte au citron. Très bon choix. Parce que, bon, déjà, j'adore ce dessert. Et là, je pourrais faire un peu de la publicité. On a un restaurant qui n'est pas loin de la maison de Renali Palatina. Et ils savent que quand il y a la tarte au citron en dessert, ils me font très souvent un petit message pour me Oh. dire qu'aujourd'hui ou demain, il y a de la tarte citron. Et parfois, j'y vais exprès ou avec des collègues. Mon prédécesseur aussi, il est toujours y allé à ce moment-là. Donc, c'est le petit restaurant La Petite Flamande à Dijon. Donc, il faut y aller. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je trouve ça toujours très rigolo pour briser la glace. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc vous êtes le directeur de la maison de Rhénanie-Palatina. Vous nous avez aussi expliqué votre lien particulier avec cette région. Et il se trouve qu'à Dijon, il y a cette maison de Rhénanie-Palatina. Monsieur Jonathan Spindler nous en a parlé. Il nous a dit que c'était quelque chose d'unique en son genre et qu'il y avait également le pendant à Mayence de la maison de la Bourgogne-Franche-Comté. En quoi cette maison de Rhénanie-Palatina est unique? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter cette structure, ce centre culturel, si je puis me permettre? Et donc, quel est le rôle de la maison de Rhénanie-Palatina, ses missions et ses projets? Voilà, dites-nous tout sur votre structure. Alors, déjà, en quoi cette maison est unique? C'est la seule maison qui a ce caractère régional en France. Donc, il y a plusieurs centres franco-allemands dans toute la France, Aix-en-Provence, Nice, Nantes, Tours. Il y a aussi la maison Heinrich Heine, etc., etc. Mais dans un partenariat régional, la maison de Rhénanie-Palatina est la seule maison qui existe dans ce cadre-là, avec notre partenaire, donc la maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence. La mission vient déjà aussi de ce partenariat, donc avec ce petit regard en arrière. En 1962 a été signé le partenariat officiel entre la région de Bourgogne avec le land Rhénanie-Palatina. Et il ne faut jamais oublier que c'était un an avant le traité de l'Élysée. Donc on était un peu les précurseurs dans ces deux régions. Ça a été à ce moment-là vraiment un partenariat signé de manière politique. C'était le ministre-président de l'époque, Peter Altmaier, qui signait avec le chanoine Kir ici en Bourgogne. Ça a été suite aussi à tout ce qui a été déjà fait dans la société civile par rapport au comité de jumelage dans les années 50. Et au fil des années, les contacts continuent et le partenariat entre la région et le land a été toujours très riche, très vivant. Et fin des années 80, il y avait des élus du Landtag, mais aussi des personnes issues des comités de jumelage qui ont de plus en plus exprimé cette idée d'avoir une maison à Dijon. À l'origine, plutôt dans une idée comme un Goethe-Institut, une maison allemande, et qui, pour X raisons, s'est transformée très rapidement dans cette maison de Rhénanie-Palatina. Donc, on existe vraiment depuis 30 ans. L'inauguration était en septembre 1991. Et à l'origine, c'était le centre culturel allemand en Bourgogne. Avec l'évolution qu'a pris un peu nos missions, mais aussi l'orientation aussi de la maison, on est devenu le centre franco-allemand en Bourgogne, ou donc plus tard en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est un point où j'insiste énormément. C'est de dire que nous, on est une sorte de médiateur, de liaison entre les deux régions, mais entre l'Allemagne et la France aussi. L'idée, c'est pas du tout de représenter la Rhénanie-Palatina. Bien sûr, on le fait parce qu'on est lié directement au Landtag de Rhénanie-Palatina, mais on veut aller au-delà. Toujours trouver ce point d'attache qui fait que un Français puisse rencontrer un Allemand et peut-être avoir quelque chose où il va se dire, tiens, là, j'ai vécu un moment que je n'aurais pas pu vivre dans un autre contexte. Un peu dans l'idée aussi que tout ce qu'on fait dans ce partenariat régional, c'est de vivre l'Europe au quotidien. Et dans nos missions, on a une partie qui sont les cours de langue et centres d'examen pour Goethe et pour le DAAD aussi. Et après, on a une action culturelle avec des manifestations culturelles, expositions, lectures, concerts, théâtre, etc., etc. Ça peut avoir lieu directement ici à la maison,
ou avec des partenaires un peu partout dans la région. Une très, très grande partie est la partie mobilité. La particularité, depuis 1996, on a un bureau des stages avec la Maison de Bourgogne-Franche-Comté qui permet donc aux jeunes Bourguignons franc-comtois et aux jeunes Rhénano-Palatins d'effectuer un stage dans la région partenaire. Et ce qui est la grande particularité là-dedans, c'est qu'on n'a pas l'offre de stage, mais nous sommes ceux qui recherchent le stage. C'est-à-dire, un jeune Bourguignon franc-comtoise vient nous voir en disant je vais faire un stage dans le domaine de la lutherie. Et on va chercher un luthier en Rhénanie-Palatinat avec la Maison de Bourgogne-Franche-Comté où cette personne pourrait effectuer son stage. Et au fil du temps, toutes ces parties de bureau des stages s'est énormément développée et on a rajouté depuis un peu plus que 10 ans aussi 2 programmes de volontariat franco-allemand. On organise le volontariat écologique franco-allemand avec notre partenaire. Et depuis 2014, on organise aussi le volontariat culturel franco-allemand avec le Kulturbüro à Karlsruhe, par exemple. Donc, on a des structures d'accueil un peu partout en Allemagne pour ces 2 programmes et un peu partout en France pour les 2 programmes avec nos partenaires. Actuellement, nous sommes à environ 55 tandems, 55 jeunes Français et 55 jeunes Allemands qui viennent pour 1 an dans le pays partenaire, ce qui est c'est magnifique. Ça peut influencer aussi le parcours des jeunes. Oui, et sauf erreur de ma part, ces volontariats franco-allemands, vous n'êtes pas limité aux régions Rhénanie-Palatinat, Bourgogne-Franche-Comté, mais vraiment, par exemple, à Karlsruhe, qui est dans le Bade-Württemberg. Voilà, vous êtes présent sur tout le territoire allemand et aussi sur tout le territoire français? C'est ça. Si vous voulez, notre mission a évolué au fil des années, au fil des 30 ans, que notre partenariat régional nous a permis d'être un acteur quasiment national ou binational. Pour tout ce qu'on fait, bien sûr, le bureau des stages, ça s'est vraiment limité à la région Bourgogne-Franche-Comté et le land Rhénanie-Palatinat. Mais dans d'autres actions, nous sommes aussi présents beaucoup plus au niveau national. Pour différentes raisons, parce qu'on fait partie aussi de la Fédération des maisons franco-allemandes en France, ce qui nous permet d'avoir un réseau un peu plus large. Du coup, par la fédération, nous avons aussi la coordination du programme MobiClasse qui nous permet d'avoir d'un côté le poste d'une lectrice, d'un lecteur MobiClasse ici à la Maison de Rhénanie-Palatinat, mais aussi vraiment la coordination en partenariat avec l'OFAGE pour tous les 12 lecteurs, lectrices en France. Donc ça aussi, c'est notre mission, une autre partie de la maison. Alors, j'ai quand même le sentiment que le paysage, disons, politique allemand est reproduit en France, c'est-à-dire avec, disons, une décentralisation de ces institutions comme MobiClasse, alors qu'en Allemagne, pour ce qui est de l'Institut français, etc., tout est centralisé à Berlin. Donc, est-ce que vous diriez aussi que c'est grâce au modèle fédéral allemand que la maison de Rhénanie-Palatinat en Bourgogne-Franche-Comté a disons, j'ai pas envie de dire le monopole, ce serait pas exact, mais à la coordination plutôt que la direction de programmes comme MobiClasse? Ou c'est plutôt historique, c'est plutôt hasardeux? Il y a un côté historique là-dedans parce que c'était pas toujours comme ça. C'est bien sûr quelque chose qui reste dans un réseau. Cette coordination, ça passe par la Fédération des maisons franco-allemandes. Mais le siège de la Fédération est ici à la maison. Donc, du coup, on a pu inclure ce poste directement ici. Il y a différentes raisons qui sont venues là-dedans. Ce qu'il y a peut-être comme idée aussi là derrière, et est-ce que ça c'est cette influence allemande, je ne sais pas. L'idée de la fédération, par exemple, était de montrer qu'il y a un réseau d'acteurs franco-allemands en France qui sont déjà très ancrés dans la région, qui ont donc du coup des compétences et des réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux de l'Institut Goethe, ou si c'était en Allemagne pour les instituts français, parce que on est automatiquement, c'est pas du tout pour se comparer ou quoi que ce soit, mais automatiquement nous sommes plus proches de certains acteurs, qui nous permet aussi de travailler à certains moments au moins autrement dans tout ce contexte-là. Et au moment fin des années 90, précis en 1997, quand cette fédération s'est formée, ça a donné un élan aussi pour dire comment on peut travailler ensemble. Et c'est plutôt dans ce sens-là, comment on peut travailler ensemble, comment on peut s'influencer ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Et l'idée de la MobiClasse venait de différents acteurs de la fédération. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très bien, c'est de dire, j'ai une idée, mais je ne travaille pas tout seul. J'ai quelqu'un d'autre qui va me répondre là-dessus, qui va me dire, bah non, peut-être qu'il faut trouver encore autre chose. Peut-être que, tiens, là, on peut faire ça.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très important aussi pour la maison. On ne peut pas être tout seul pour faire ça. Le volontariat, je l'ai dit, on a le Kulturbureau, on a le FEE de cours, on a bien sûr aussi l'OFAGE. Mais dans notre activité régionale ou au sein du Land, on a besoin aussi de nos partenaires. Le Conseil régional, bien sûr, et aussi la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez parlé de Jonathan Spindler, donc on a besoin aussi du Partnerschaftsverband en Rhénanie-Palatinat. On a besoin de la Maison de Bourgogne-Franche-Comté. On a besoin aussi de nos institutions politiques en Rhénanie-Palatinat qui nous soutiennent, qui nous subventionnent aussi. Et bon, la liste, elle peut être encore beaucoup plus longue. La ville de Dijon, la ville de Mayence, etc., etc. Mais on a besoin de ces partenaires, de s'échanger aussi avec eux pour mener à bien un projet, une idée. Si on n'était que tout seul là-dedans. On est vraiment dans une position de coopération, de travail, j'aime bien le mot allemand, le Zusammenarbeit, et pas de concurrence avec les autres institutions du même acabit. Non. C'est ça, il y a vraiment une idée de Zusammenarbeit qui a, bon, à un moment donné, il fallait trouver le lieu pour où est-ce qu'on va placer cette coordination. Donc, il s'est trouvé que c'était facile pour nous de le réaliser, de le faire, donc c'est une bonne chose. Mais c'est pour tout un réseau qu'on travaille. Là, c'est pas pour la maison de Rhénanie-Palatinat, c'est vraiment pour tout un réseau qu'on travaille là-dedans. Tout à l'heure, quand je dis, j'insiste sur ce fait que c'est un centre franco-allemand, donc il faut se rencontrer, il faut avoir le lien entre les autres. Mais c'est tout le temps quasiment la même chose. On ne peut pas avancer tout seul. On ne peut avancer qu'avec d'autres. Et ça nous permet aussi de s'interroger sur ce qu'on fait et de trouver une évolution, une nouvelle idée qui peut peut-être nous ouvrir d'autres portes. Là, en 2021, on avait le premier dialogue citoyen entre deux régions, donc une région française et un land allemand. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça, on l'avait fait justement dans ce réseau. C'était un projet magnifique. Les citoyennes et citoyens qui échangent sur des questions du futur de l'Europe, de l'avenir de l'Europe. Ça, c'était un des projets. Donc ça, c'est aussi une mission de la maison d'être acteur, accompagnateur pour des projets franco-allemands. Pour des projets franco-allemands, voire même européens. Et oui, donc, quelles sont les autres missions de la Rhénanie-Palatinat? Alors, on a encore pas mal d'autres choses. Donc, on fait aussi de la promotion de la mobilité avec un poste où la collègue tourne quasiment dans toute la région pour mobiliser les jeunes parce qu'on ne peut pas partir du principe que les gens vont venir juste comme ça chez nous. Donc, il faut être présent en région pour mobiliser, pour informer, pour montrer comment ça peut marcher et toujours être aussi un petit peu à l'écoute pour trouver la bonne formule pour chacun. De ne pas dire oui, fais quelque chose comme ça et peut-être que c'est pas du tout adapté. Il y a un centre de documentation, donc bibliothèque, médiathèque ici. On organise aussi le concours d'histoire franco-allemand dans le cadre de Youth Story, en lien avec la Fondation Kaba. Pareil aussi avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. On est un peu le point charnier aussi entre la société civile et les institutions politiques. On organise les délégations parlementaires qui viennent de Rhénanie-Palatinat ici en Bourgogne-Franche-Comté. Mais ça peut être aussi un projet qui vient pour des associations qui veulent faire quelque chose dans ce cadre-là avec de la culture, avec le sport, l'écologie prend de plus en plus de place. Donc on essaye d'être présent quasiment sur tous les champs où on pourrait le faire. Ce qui n'est pas toujours possible, bien sûr, mais on essaie d'être, la maison ouverte pour tout le monde. Si on parle allemand ou pas, ça nous intéresse pas. Chacun peut trouver sa place. Il faut juste trouver la bonne place pour chacun. Et puis, une chose où j'invite tout le monde à venir, c'est en été, on organise pendant un week-end en juin. En 2022, ça sera, si la crise nous le permettra jusque-là, le week-end du 11 et 12 juin, on organise les journées de Rhénanie-Palatinat, Vassistas rue Buffon. Donc, la rue Buffon, c'est l'adresse de la maison et c'est une grande fête populaire avec de la musique, de la bière allemande, du vin allemand, la saucisse, donc très exotique toujours. Il y a à peu près 3000 personnes qui viennent pour faire la fête ici chez nous et c'est un moment fatigant dans la préparation. C'est fatigant aussi pendant la fête, mais c'est magnifique. Alors, vous êtes 17
personnes à travailler à la maison de Rhénanie-Palatinat, c'est ça? Et les 17 employés travaillent, sont, j'imagine, mobilisés à l'occasion de ce week-end. Mais est-ce que vous faites appel à des gens extérieurs? Parce que 3000 Oui. personnes, c'est énorme. Ah oui, bien sûr, on fait aussi appel à des personnes extérieures, sinon ça serait pas du tout possible. On a un boucher qui vient chaque année d'Allemagne, donc de Rhénanie-Palatinat, de la petite ville de Waldmoor, qui vient vendre ses saucisses, les steaks, qui vient les griller ici directement sur place, etc., etc. Donc ça serait pas possible si nous on le fait, même à 17 personnes, mais c'est aussi le moment pour, oui, les gens viennent nous voir, ils veulent discuter aussi avec nous. Bien sûr, on n'est pas là que pour discuter, mais pour partager. Et vraiment, encore une fois aussi, dans cette idée-là, tout le monde peut venir. Il faut pas parler allemand, mais on passe un très, très bon moment. Et pour la dernière mission, ou à vrai dire, c'est pas la dernière mission parce qu'après, on peut encore continuer. Bien sûr. Déjà, mon prédécesseur était depuis 1994 consul honoraire pour l'Allemagne et donc moi, je suis depuis 2020. C'est important quand même pour la maison aussi que ce titre soit là parce que ça donne aussi une autre visibilité pour les relations franco-allemandes qui sont représentées par la maison de Rhénanie-Palatinat. Voilà, donc vous avez une casquette culturelle avec la maison de Rhénanie-Palatinat et une casquette plus politique avec cette position de consul honoraire. Je dirais peut-être pas forcément politique. La casquette politique, elle est presque plus aussi dans les missions de la maison, même si on est complètement neutre. Mais politiquement, nous sommes complètement neutres. Tout parti politique qui est au Landtag de Rhénanie-Palatinat est représenté dans notre EA, mais on joue bien sûr aussi une sorte de rôle politique dans les relations entre le conseil régional et le Landtag, la chancellerie d'État, éventuellement les autres ministères aussi, pour certains projets côté politique en tant que consul. C'est de la représentation plutôt. Plus administratif parfois aussi, et de la représentation bien sûr aussi. Merci beaucoup. Alors moi je trouve ça incroyable, je connaissais la maison de Rhénanie-Palatinat parce que j'étais étudiante à Dijon pendant 2 ans. J'avais d'ailleurs fait une dégustation de fromage, je m'étais régalée avec des étudiants du cursus intégré entre les 2 universités. Mais je ne savais pas l'étendue des missions, des projets, je trouve ça incroyable. Et donc maintenant, je vais aborder la question douloureuse qui est la place de l'apprentissage de l'allemand en France. Le français en Allemagne, de ce que je peux vous dire, ne se porte pas très bien, mais ça va. Qu'en est-il en France de l'allemand ? Alors, je pense que beaucoup de monde va dire la même chose. Oui, l'allemand ne se porte pas très bien, mais ça va. Que selon la façon de lire les chiffres, ça peut être plus positif ou peut-être un peu moins, mais bon, c'est pas complètement catastrophique. J'ai pas les chiffres exacts maintenant en tête, mais il me semble que c'est autour de 16-17% d'élèves qui apprennent l'allemand en France, ce qui semble déjà correct, c'est pas mal, mais moi je ne suis pas d'accord sur le côté oui, ça va, parce que quand on regarde le nombre d'élèves qui apprennent l'allemand, donc le nombre de germanistes est plutôt en train de baisser. Il y a de moins en moins aussi de postes pour les professeurs d'allemand. Il est devenu beaucoup plus compliqué aussi de trouver les professeurs d'allemand. Et je pense tout sincèrement que si on veut apprendre une langue au collège, 2h30 par semaine, ce n'est pas suffisant. Et là, on a un énorme problème. Parce que dans toute notre réseau, on travaille énormément avec les 2 académies, l'Académie de Dijon et l'Académie de Besançon. On fait beaucoup de projets aussi avec des élèves, avec des enseignants, donc on est complètement aussi dans ce réseau-là. On constate pas du tout qu'il y a une baisse de l'intérêt des jeunes pour apprendre l'allemand. Mais c'est quels moyens on donne pour pouvoir apprendre l'allemand, ou en général même une langue. Et ça, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il y a des professeurs d'allemand qui sont sur 3 établissements, qui du coup n'ont pas du tout le sentiment d'appartenir à un établissement. Ils vont intégralement s'investir dans la vie de l'établissement pour accompagner aussi un échange. L'échange linguistique, il est important aussi dans l'apprentissage. C'est quelque chose qui peut intéresser les élèves, qui peut être même le point de se dire tiens, moi, je voudrais plutôt faire l'allemand que autre chose parce que là, il y a un échange linguistique qui est prévu en 4e et on va partir pour une semaine en Allemagne. Et beaucoup de professeurs, et je les comprends absolument, ne sont plus dans la capacité de le faire. Tout ça, ça fait qu'on est sur une spirale qui fait descendre la situation. Et quand on pense ça encore un peu plus loin, on aura à un moment donné un énorme problème au niveau enseignement supérieur, parce qu'actuellement, nous avons environ 180 cursus intégrés franco-allemands. Donc, il faut avoir un très bon niveau
de l'allemand Oui. pour faire les cursus intégrés, mais qui sont des cursus énormément intéressants, qui n'ont pour la plus grande partie rien à voir avec l'apprentissage linguistique. Et comment on va faire si les élèves qui sortent du bac à un niveau A2, B1, parce qu'avec le nombre d'heures qui sont dans l'enseignement, on ne peut pas arriver à beaucoup plus que ça. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'élèves. Donc, ces cursus intégrés, dans quelques années, je suis très, très pessimiste dans ce que j'ai dit. Dans mon sentiment, je ne suis pas aussi pessimiste, mais je veux juste parler de ce qui pourrait arriver. Donc, à un moment donné, on peut fermer les cursus intégrés. Ça veut dire que tout le réseau professionnel aussi qui est derrière, et là, je ne parle pas du tout de notre réseau d'une maison franco-allemande, mais plein de professions où il faut être bien formé entre les deux États, entre les deux pays, on aura du mal à trouver les personnes qui vont faire ce travail. Pour information, j'ai eu 5 sur 20 au bac en allemand. C'est ma pire note. Voilà, j'ai un petit peu honte, mais je suis allée en Allemagne pour effacer cette frustration parce que j'aimais l'allemand, j'aimais apprendre l'allemand. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'allemand et non l'espagnol sont pas très glorieuses. Je fais partie de la génération Tokyo Hotel, voilà. Mais j'ai eu 5 au bac et j'étais tellement frustrée que je me suis dit, il faut que je parte en Allemagne, il faut que j'apprenne l'allemand. J'ai appris le français en LV3. J'étais pas complètement mauvais, mais certainement pas l'élève où mes professeurs auraient dit il est excellent. J'ai fait ce que je fais toujours, quasiment. Je parlais, mais après, j'ai pas forcément approfondi. Mais c'est comme vous dites, il faut y aller, il faut vivre dans le pays, il faut s'imprégner aussi de la culture, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'écouter et de soutenir notre podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir via nos réseaux sociaux. Nous sommes présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Pour aider le podcast à se faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Balance ton Fleu et recevoir du contenu exclusif, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et consulter régulièrement notre site internet www.balancetonfleu.fr. Vous pouvez également nous contacter par email à l'adresse bonjour@balancetonfleu.fr. Côté technique, Karma Instru a réalisé la bande-son et Aude Langlois le mixage. Les liens vers leur réseau sont en barre d'infos.